Alors, on va faire une photographie ce matin, poser en quelque sorte le constat de la thématique de la journée sur l'engagement bénévole. Hein. Quel modèle associatif aujourd'hui? Quelle organisation du réseau bénévole? Pour quelle vision de l'engagement? Photographie d'un secteur après crise, après la crise, je crois qu'on peut le dire. On va démarrer cette table ronde dans quelques instants. Je vous présenterai les différents intervenants. Mais tout d'abord, on va poser quelques chiffres. Les résultats de l'enquête interrégionale sur l'engagement associatif et la représentation des usagers lancés mi-juillet, donc des résultats tout récents, qui vont nous être présentés tout de suite par Géraldine Coulinet et Caroline Cossy, les deux coordonnatrices régionales Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Je leur laisse la place. Merci de les accueillir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous avons réalisé une enquête interrégionale, donc Occitanie-Nouvelle-Aquitaine, en parallèle des invitations qui vous ont été envoyées pour ces assises. Donc, on pouvait y répondre au niveau de la méthodologie par Internet. Elle a eu lieu pendant 2 mois et demi, un petit peu avant l'été et jusqu'au 5 octobre. Et il y a eu 188 répondants, parmi eux. Alors, parmi eux, donc, on a eu 143 représentants des usagers sur nos 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, qui ont répondu à cette enquête, avec une grande majorité, donc 76% de RU, mais également, donc c'était aussi intéressant, puisque c'était une enquête ouverte à tous et à toutes, avec 46% de répondants de bénévoles associatifs et sympathisants, et des responsables également associatifs, puisque, bon, vous le savez, dans les associations, il n'y a pas que des bénévoles, il peut y avoir également des responsables et des salariés. Concernant le territoire couvert par les répondants, donc on est heureux parce que les 25 départements comptent des répondants, dont 56% sont en Occitanie et 44% en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'était à peu près du 50-50 au niveau des réponses, avec 2 départements qui se démarquent, la Gironde pour la Nouvelle-Aquitaine et l'Hérault pour le côté Occitanie. Après, on a quand même la Charente, on tient à le dire, et les Pyrénées-Atlantiques au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, voilà, dont on soulève la dynamique. Et alors dans ce cas-là, nous aussi, on a la Haute-Garonne et puis le Tarn-et-Garonne qui ont répondu pas mal. Je continue ? Alors, concernant les associations qui ont répondu, donc par rapport à la structuration de nos différents collèges, clairement, donc, ce sont surtout les associations représentant les personnes malades qui ont été les plus représentatives dans cette enquête. Mais derrière, on retrouve également les personnes en situation de handicap et les représentants des familles qui sont donc majoritaires au niveau des répondants. Donc 51% pour les personnes malades, soit 95 répondants. Concernant ensuite donc un petit peu l'état des personnes qui ont répondu dans leur niveau d'engagement et surtout leur ancienneté d'engagement, on a majoritairement donc des personnes qui sont impliquées depuis pas mal d'années, plus de 10 ans ou entre 5 et 10 ans, qui représentent à elles seules 69% donc des répondants pour cette enquête. Donc on s'aperçoit que aussi donc par rapport à ça, c'est surtout donc les personnes qui ont été très impliquées depuis de longues dates qui se sont senties peut-être les plus intéressées également pour répondre à cette enquête flash que nous avions menée. Concernant la mobilisation associative, on a posé une question aux répondants qui était celle de savoir, selon eux, comment étaient recrutés les bénévoles dans leur association. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas de réelle stratégie de recrutement de bénévoles de la part des associations, car on voit que pour 67% d'entre elles, c'est le bouche à oreille qui permet de recruter des bénévoles, ou alors 50%
de bénévoles, de personnes qui viennent de façon spontanée pour être bénévoles dans une association. À noter tout de même environ 30% de stands et de permanences associatives, mais en tout cas pas d'action. On voit 9% seulement emploient des publications d'offres de recrutement de bénévoles via des organismes spécialisés comme France Bénévolat. Très peu utilisent le communiqué de presse via les médias. Très peu utilisent également la communication sur réseaux sociaux, sur sites spécialisés. Donc pas de réelle stratégie de recrutement de bénévoles. La question suivante était justement, que fait également votre association pour pouvoir la fonction de représentant des usagers auprès des bénévoles, sympathisants et des adhérents associatifs? Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait proposé donc 3 items. Soit mon association organise des sessions d'information, mon association transmet de la documentation et des supports d'information, donc utilise en fait le biais du support pour communiquer sur la fonction de représentant des usagers, ou mon association donc oriente les personnes intéressées vers France Asso Santé. Clairement, donc il y a une délégation de cette fonction, en tout cas d'information de ce qu'est et de ce que fait un représentant des usagers auprès soit des supports dédiés, informatifs, flyers, donc à 58,62%, donc on voit que c'est souvent à tout le temps, et bien évidemment donc le relais via France Asso Santé qui devient un peu la structure légitime pour justement accompagner donc les personnes intéressées pour devenir représentants des usagers. Il y a aussi quand même les stands d'information qui peuvent également accompagner, mais ça reste plutôt plus léger par rapport au reste des actions. La question suivante était justement donc, de savoir un peu comment c'était vécu et recueillir aussi un peu plus que des items statistiques, d'avoir un peu les verbatims relatifs à cette question. Donc 38 répondants donc, ont souhaité donc, élargir le débat et s'exprimer par rapport donc, à cette question donc, de promouvoir la fonction de représentant des usagers. Et en fait, donc, dans les souhaits qui sont proposés, donc, ce qui ressort, c'est 3 éléments majeurs. Donc, la première, c'est communiquer plus largement sur la fonction de représentant des usagers qui est demandée via des campagnes de communication et surtout des événements grand public. L'objectif étant de ne pas rester sur un entre-soi, mais vraiment essayer de faire en sorte que le citoyen, usager du système de santé, connaisse et reconnaisse ce que fait le représentant des usagers. Le relais bien identifié, bien sûr, de France Asso Santé pour former les représentants des usagers qui a été bien souligné aussi dans les verbatims proposés, notamment à travers l'axe formation qui est proposé par France Asso Santé. Et oui, pour promouvoir la fonction de RU, mais est-ce suffisant? Là aussi, c'était intéressant puisque ça a aussi tout le débat de ces 2 jours avec la notion d'engagement qui a été également largement évoquée et qui dépasse l'enjeu même de la communication, qui revient donc sur les fondamentaux de ce qu'est aujourd'hui l'engagement, à la fois dans les fonctions, mais aussi dans la durée. Alors également, en dernière question, on a posé la question de savoir est-ce que nos répondants pensaient que l'effectif des bénévoles dans leur association avait augmenté, oui, non. La réponse est sans appel. À 80% d'entre eux, ils pensent que cet effectif n'a pas augmenté, voire il a même baissé. Seulement un peu moins de 9% disent que l'effectif du bénévolat au sein de leur association a augmenté. Et on s'est intéressé un petit peu à leur demander via une case libre de texte, via des verbatims, pourquoi selon eux, effectivement cet effectif du bénévolat n'avait pas augmenté. Et on a classé les réponses en 3 grandes thématiques. Donc la thématique qui revient en premier, c'est la reconnaissance, les enjeux sociétaux, à savoir un manque de reconnaissance ressenti, un manque de valorisation qui mène donc à un désinvestissement au niveau du bénévolat lui-même, alors que la cause intéresse toujours, la cause associative intéresse toujours. Également, la crise sanitaire n'a pas été oubliée, elle a été citée, et notamment le confinement, l'isolement, qui a mené à cette démobilisation qu'on ressent. Hein. On sait qu'il y a des bénévoles qui ne sont pas revenus dans les associations après cette crise sanitaire.
Et enfin, on a mis une petite notion qui différait un petit peu des autres, mais on a eu un verbatim qui disait que la meilleure inclusion de certaines pathologies, eh bien, ça faisait baisser le besoin en militantisme et peut-être aussi, du coup, l'engagement bénévole. Deuxième thématique également, pour évoquer cette non-augmentation ou baisse des effectifs, plutôt liée à l'individu, celle-là. Alors des termes comme individualisme, désintérêt, manque de temps, face à un vieillissement des bénévoles dans les associations. Donc on constate que voilà, les bénévoles actuels vieillissent et c'est normal que bientôt ils partiront et qu'il n'y a pas de relève derrière de nouveaux arrivants de bénévoles. Alors par désintérêt, par individualisme, par manque de temps. En tout cas, c'est des termes qui ont été cités. Également, et ça, vous pourrez en parler pour ceux qui sont dans l'atelier lié à ça, harmonie, vie associative, vie privée. Il y a un verbatim qui évoquait le fait que l'engagement doit absolument respecter la vie privée, qu'il doit y avoir une délimitation entre engagement bénévole et vie privée, vie professionnelle, et que c'était important pour durer justement dans son engagement bénévole. Et également, on le sait, on a des bénévoles qui s'engagent parce qu'ils sont eux-mêmes touchés par la cause de l'association dans laquelle ils se sont engagés. Et on a eu notamment un verbatim d'une personne qui disait, voilà, l'énergie demandée déjà d'avoir un enfant en situation de handicap est énorme, en plus de la charge de bénévolat, par exemple. Enfin, en dernière grande thématique, il y a aussi la condition d'exercice du mandat, liée au mandat ou à l'association. Par exemple, les demandes sont de plus en plus fréquentes. On sait, notre réseau est sursollicité. André le disait en introduction, nos bénévoles sont sursollicités, les représentants des usagers sont sursollicités. Et en plus, on leur demande d'être ultra compétents, presque experts, comme s'il y avait un peu une professionnalisation qu'on demandait à des représentants d'usagers d'être des professionnels de leur sujet, ce qui n'est pas leur fonction première. Et également, quelque chose de très concret, mais certains bénévoles ont fait remonter le fait qu'ils étaient de leur poche quand ils se déplaçaient parfois dans certains groupes de travail, dans certains groupes de réflexion dans lesquels on les convie et pour lesquels les frais qu'ils engagent via leur voiture personnelle n'étaient pas forcément remboursés. Et enfin, un manque de communication. Alors un manque de communication ou de l'association vis-à-vis des bénévoles ou de l'environnement institutionnel dans lequel évoluent les bénévoles et qui manque de communication vis-à-vis d'eux, ce qui mène à cet isolement et on recommence au début des verbatims. Voilà pour cette enquête. Je vous remercie. Elle sera disponible. Alors il y a déjà une petite impression dans vos dossiers, puis on la mettra en lien sur nos sites internet. Je passe la parole pour conclure également à Géraldine. Mais pas grand-chose à dire de plus, effectivement. Donc, cette enquête, on était quand même assez satisfaite avec Caroline de voir la spontanéité avec laquelle donc, les associations et les représentants des usagers nous ont permis d'avoir en flash, parce que bien sûr, ce n'est pas une enquête longitudinale, hein, on n'est pas allé sur du long terme, mais donc on a pu quand même recueillir des informations intéressantes qui, j'espère en tout cas, donnent une bonne photographie de l'état d'exercice d'aujourd'hui et qui va nous permettre de largement en discuter avec le reste de la journée et jusqu'à demain. Merci. Merci beaucoup Géraldine et Caroline. Merci pour les résultats de cette enquête, on va y revenir évidemment. Alors les présidents d'associations, RU et bénévoles ont des responsabilités de plus en plus importantes, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est une réalité. De la surmobilisation provenant du système de santé vis-à-vis des acteurs associatifs à la démobilisation, on vient d'en parler, individuelle, bénévole. Eh bien, qu'en est-il finalement de l'équilibre entre vie privée et vie associative? Comment repositionner efficacement la place du réseau associatif en partenariat avec les acteurs institutionnels? On va un petit peu en parler au cours de cette table ronde et je vous présente tout de suite les invités, les intervenants de cette table ronde. Alors on va avoir 1 heure de discussion à peu près avec tous mes intervenants et puis l'idée c'est ensuite de vous permettre de les interpeller, de leur poser toutes vos questions pendant on va dire un petit quart d'heure, 20 minutes avant la pause déjeuner.
Alors, je vous présente tout d'abord Roger Su, qui est sociologue et professeur à l'Université de Paris-la-Sorbonne. À ses côtés, Claire Eschbauer, qui est directrice scientifique responsable du CREPSS, qui est le Centre de recherche intégrée de l'école pratique et de services social. Fabienne Dubosc-Boilon, qui est vice-présidente de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Association pour le développement du management associatif, vous connaissez. ADEMA, pardon. Gilles Ricordel, représentant régional APF France Handicap Nouvelle-Aquitaine, et puis Gérard Raymond, qui est le président national de France Asso Santé. Voilà pour la présentation de mes invités. Je voudrais démarrer cette discussion avec Roger Su. Je vais essayer de bloquer ce micro. Oups, je vais le prendre à la main, tiens, ce sera mieux. Vous m'entendez bien ? Allez, super. On va démarrer avec vous, Roger Su, donc sociologue et professeur à l'Université de Paris-la Sorbonne. Vous êtes en capacité de parler de cette crise de l'engagement, d'établir une photo à l'instant T, on va dire. Après la synthèse de l'étude qui vient de nous être présentée, moi j'aimerais avoir la confronter finalement à vos résultats, aux résultats de cette enquête que vous avez menée, on va en reparler, mais votre point de vue dans un premier temps et votre vision plus globale et plus académique sur cet état de fait qu'on vient de dénoncer. Bonjour, oui, merci de votre invitation, merci de votre étude et de vos questions. Effectivement, elles croisent des enquêtes nationales que l'on fait chaque année sur un site qui s'appelle Recherche et Solidarité. Toutes les études sont téléchargeables gratuitement. Elles parlent des bénévoles, elles parlent des responsables associatifs, des associations. Donc là, vous avez tout un terreau pour compléter ce qu'on pourra dire ce matin. L'engagement est partout aujourd'hui. Je dirais le contraire. Carrefour s'engage, Montsavon s'engage, tout le monde s'engage. Donc la question d'engagement aujourd'hui, elle est omniprésente. Elle correspond à quelque chose de positif et à quelque chose qui interroge. Alors, l'aspect positif, c'est que je pense que le processus d'individualisation, qu'on parle parfois individualisme, j'y reviendrai, quitte à choquer, est un processus extrêmement positif. Donc ne voyez pas l'individualisme comme quelque chose de négatif. C'est éminemment positif, parce que plus d'individualisation égale plus de socialisation. Quand est-ce qu'on comprendra ça ? Donc on n'est pas dans les socialisations d'il y a un siècle, où... Ah non. Pardon, excusez-moi. On est donc dans de nouvelles formes de socialisation. Et quand on parle d'individualisation, c'est toujours parce qu'il y a un problème dans la socialisation. Donc on renvoie ça à l'individu, mais en réalité, le lien social, c'est comme le reste, a peur du vide, et il est toujours plein. Et plus on est un individu, et plus on a de liens sociaux. Plus les gens se développent eux-mêmes, et plus ils auront de liens sociaux. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, positif, et c'est ce qui fait que les gens veulent s'exprimer. Donc, voilà, on a un terreau, on reviendra peut-être, je crois que j'ai essayé de bâtir un concept qui a l'air de bien marcher dans le milieu associatif. Évidemment, c'est le concept d'associativité, donc je pense qu'il parle aux associatifs. Donc on reviendra peut-être sur ce concept, qui est un concept beaucoup plus large que celui d'association. Alors, l'élément qui interroge, c'est comment on transforme l'essai. C'est comment on en fait quelque chose qui relève de la production du bien commun. C'est ça, la vraie question. Et là, il faut dire que les réponses ne sont pas à la hauteur des attentes. Parce que moi, je voudrais mettre en parallèle deux choses. À la fois la réalité du monde associatif et à la fois les attentes. Je veux bien qu'on soit critique sur l'engagement associatif en tant que tel, qui ne correspond pas à l'engagement tout court de la société, où les gens sont prêts à donner des coups de main, mais ils ne sont pas prêts à s'encarter, ils ne sont pas prêts à accepter des règles, ils ne sont pas... etc. Moi, je veux bien qu'on dise ça. Mais en même temps, je voudrais qu'on fasse, pour les plus anciens, dont je commence tout juste à faire partie, je voudrais quand même qu'on se rappelle les années 60. Vous savez, les années 60, plein militantisme, on était tous syndiqués, tous dans les partis politiques et tout. Vous rigolez,
il y avait à peu près 400 000 associations. Vous savez combien il y en a aujourd'hui? Il y en a 1,5 million, entre 1,5 million et 1,6 million. Donc moi, je veux bien que les années 60 soient des années fleuries, bénies, celles de l'engagement dans l'association, mais c'est complètement faux. Il y avait 30 à 40 000 créations d'associations dans ces années-là. Même dans l'année Covid, même dans les années Covid, il y a eu 70 000 nouvelles associations. Donc, il y a... Voilà. D'ailleurs, ça pose des problèmes pour le bénévolat, parce que plus il y a d'associations, et plus les associations demandent des bénévoles. Donc, il faut répartir en même temps la ressource bénévole. Donc, il faut bien voir ça. Mais de l'autre côté, il y a une demande absolument hallucinante, justement, d'expression, de lien et d'attente. J'écoutais la députée. Si vous croyez, parce qu'elle a parlé essentiellement des médecins, si vous croyez qu'on va régler les problèmes de santé avec les médecins, mais c'est évidemment pas la question. Enfin, ça n'est qu'une question. Roger, je vous coupe Oui. parce qu'on a plein de choses à dire, Vous avez plein plein de d'avis. choses à dire. Vous avez raison. Juste pour Oui. revenir, parce que vous venez de sortir une enquête sur les responsables associatifs, la France associative en mouvement. Est-ce qu'on peut avoir quelques résultats, en synthèse, de cette enquête Bon, j'ai compris. récente? Vous savez, les profs, il faut toujours qu'ils parlent, donc voilà, je vous prie de m'excuser de ces... Non, mais je suis là pour ça, ne vous inquiétez pas. cette longueur. Oui, mais je vous ai entendu. Et donc, je vais faire très, très court. 3 résultats. Les vieux décrochent. C'est court. Oui, Bon, les vieux décrochent. les vieux décrochent. Et ça n'est pas une contrepétrie. J'ai pas Non. imaginé, Non, mais non. si vous l'avez en tête, je suis preneur. Point 2, les jeunes sont en pleine dynamique d'engagement. Plutôt positif. Point 2. Ça va? Mhm. Point 3, non, mais vous allez faire court, je fais court. Je l'ai Point vexé. 3, le bénévolat informel. Est-ce que vous voulez que je développe un peu pour Allez-y. dire? Ouais. Ouais. Le bénévolat informel, alors, on définit le bénévolat formellement, d'abord formellement, comme étant une aide qu'on apporte à quelqu'un en dehors du cercle familial, voire amical. D'accord? C'est ça la définition générique. Mais vous entendez bien que ce bénévolat dépasse largement le milieu des associations. Or, ce qui se passe, c'est que le bénévolat informel progresse assez vite, mais que le bénévolat associatif, ces 2-3 dernières années, a eu tendance, lui, à diminuer. régresser. Voilà, je ne pouvais pas faire plus court. Donc, la question, depuis 2019, est-ce que vous pensez que l'engagement associatif a diminué ou au contraire a augmenté? Bah, écoutez, Vous venez de répondre. oui, sur les associations, c'est compliqué de dire, parce que en même temps, bon, moi je suis administrateur du mouvement associatif national. Vous savez, le LMA, le mouvement associatif qui représente l'ensemble des coordinations associatives de santé, de sport, de culture, etc., etc. Et on vient de recevoir Marlène Schiappa, qui est la nouvelle secrétaire d'État. On a quand même un tout petit peu plus d'écoute. Voilà, un tout petit peu plus d'écoute. Donc, je pense que sociologiquement, il n'y a pas que le quantitatif dans la vie, quoi. Il y a aussi que qualitativement, il y a une portée de la parole associative qui est un peu plus forte. Je ne dirais pas qu'elle compense, comme les jeunes ne compensent pas les vieux d'ailleurs. Je ne dirais pas qu'elle compense le quantitatif, mais elle aide un tout petit peu. Je vais vous prendre juste un exemple. Aujourd'hui, le problème majeur, je trouve, que rencontre la société française, c'est à la fois la production du bien commun. Il ne vous a pas échappé qu'on passait quand même de cette notion de bien public à celle de bien commun. Ce petit déplacement sémantique a beaucoup de raisons et il est très important. On n'a peut-être pas le temps vraiment d'en discuter, mais il est très important. Cette production du bien commun dans lequel
Vous êtes évidemment les acteurs, c'est-à-dire ce qui fait... parfois on parle de biens existentiels, vous voyez aussi, santé, évidemment, environnement, enfin, les grandes thématiques actuelles. Ce sont les thématiques centrales. On n'a pas derrière suffisamment de monde pour produire ça. Et on ne le fera pas uniquement à titre professionnel. Donc il faut être imaginatif. Et je dirais, juste pour conclure en 2 mots, il faut faire une action en amont pour ceux qui n'ont pas vraiment de temps, pas de stratégie de recrutement. J'ai entendu les résultats de votre enquête. Pas de stratégie de recrutement. Oui, il faut aujourd'hui se lancer sur du à la carte. Oui, ça c'est vrai. Par exemple, on est en train de voir que le télébénévolat était quelque chose qui prenait pas mal. Bon, c'est pas, les assos n'aiment pas le télébénévolat, c'est normal. Nous, on se retrouve en face à face, quoi. C'est quand même plus sympa. Donc, ils n'aiment pas trop, mais ça fonctionne. Voilà, c'est un exemple du à la carte. Et de l'autre côté, de la même manière qu'on a été capable de créer de quantités de statuts socio-professionnels nouveaux, auto-entrepreneurs, indépendants, etc. Et on ne serait pas foutu de créer un statut du volontaire? On ne serait pas foutu de reconnaître quand même la participation des usagers? On ne serait pas foutu, j'ai entendu ça aussi, parce que c'est la grande question, je pense qu'on y reviendra, c'est la grande question, c'est quand même... Attendez, les gens, on leur demande plus de temps, plus de professionnalité, ils ont moins de reconnaissance. Ça suffit, ça. Ça suffit. Donc, à un moment, il faut trouver des modes de reconnaissance. J'en ai plein la tête, plein le sac, et donc je peux vous en délivrer quelques-unes, mais je vais être encore une fois trop long. Merci beaucoup. On vous entendra tout à l'heure, évidemment, mais on va poursuivre notre table ronde. Et en complément de votre intervention, on va donner la parole à Claire Eschbauer, qui est spécialiste de l'expertise usagée. Quid de la représentation des usagers dans ce contexte et dans ce paysage? Donc, je l'ai dit, Claire, vous êtes directrice scientifique et responsable du CRI EPSS, qui est le centre de recherche intégrée de l'école pratique de services social. Vous êtes chercheuse, hein, vous avez fait une thèse sur la représentation des usagers, notamment sur la participation des personnes. Et vous dites que les rapports sociaux se sont mis à changer et s'est installée finalement une forme d'horizontalité. Est-ce que vous pouvez développer ? Absolument. Je vais revenir très très rapidement quand même sur ce qu'est le CRI EPSS, parce que c'est aussi un organe associé à un établissement de formation en travail social qui est assez nouveau et qui va pas mal dans votre sens. On a créé donc un centre de recherche associé à une école de formation en travail social, de manière à pouvoir produire de la recherche un petit peu autrement qu'à l'université et produire des résultats de recherche un peu plus intégrés, un peu plus en profondeur dans les questions qui sont vécues à la fois dans le monde du social et médico-social, mais aussi dans le monde de la santé. C'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui, nous, de la recherche intégrée à l'intervention. Voilà. Ou pas tout à fait de la recherche-action, mais on en discutera éventuellement sur les questions méthodologiques. Je suis allée donc, à la suite de la loi 2002, à l'intérieur des établissements sociaux et médico-sociaux, principalement, plus qu'à l'intérieur des établissements de santé. Et je suis allée voir ce que ça avait changé, cette loi, finalement. Je me suis appuyée sur une première étude qui datait de 2007. Je vous rappelle que la loi, Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, la loi date de 2002. En 2007, l'UNIOPS et l'URIOPS, notamment, fait une enquête en région PACA sur la mise en œuvre des droits des usagers et regarde à la fois la mise en œuvre sur le plan individuel, mais aussi la mise en œuvre sur le plan collectif. Les résultats de cette enquête en 2007 donnaient des résultats assez simples. Les droits individuels liés à la personne, le contrat d'accompagnement, l'information, voilà, les droits individuels étaient plutôt bien appliqués. On était autour de 50 à 70% à l'époque, mais les droits collectifs n'étaient pas encore existants véritablement dans les institutions. Je n'ai rien inventé, j'ai repris la même étude et je l'ai appliquée à l'Île-de-France 10 ans après. Changé de région et donc une dizaine d'années après. Une dizaine d'années après, je vais vous parler ensuite effectivement de la construction des rapports sociaux, une dizaine d'années après, les outils collectifs avaient majoritairement
pénétrer les institutions. Je me suis mise à poser des questions sur le traitement des plaintes des usagers à l'intérieur des institutions. Parce que je me suis dit, à un moment donné, la plainte d'un individu, c'est pas qu'il a envie de se plaindre parce que ce jour-là, il s'est levé de mauvais pied. Non, il se plaint finalement pour créer du lien avec une institution, pour créer du lien avec des professionnels et pour créer, personnage qui n'est pas très présent aujourd'hui, pour créer aussi du lien avec ses proches aidants. En fait, quand une personne se plaint, et qu'elle est prise en compte institutionnellement, je relevais 3 modalités de réponse. La première, allez voir votre chef de service. La deuxième, peut-être devriez-vous en parler à l'équipe, comme si ceci n'avait jamais été fait. La troisième, et là plutôt dans le champ de la santé mentale, vous le comprendrez, peut-être un rendez-vous avec le psychologue est-il nécessaire? Voilà. Donc, ce petit résultat-là montre simplement que quand une personne parle, qu'elle soit usagère, une personne usagère, qu'elle soit une personne proche aidante, hein, quand cette personne parle, elle est peu crue. On ne croit pas tout à fait ce qu'elle dit. Et ça, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Miranda Fricker qui en a parlé. Elle parle d'injustice épistémique faite à la personne usagère. Injustice épistémique, c'est injustice faite à son savoir. Il y a plusieurs sortes. Soit on ne croit pas ce que la personne dit, soit on ne partage pas de ressources interprétatives avec elle, et donc on ne parle pas des mêmes choses, soit on empêche même, par le non-relevé de sa parole, on l'empêche même de contribuer à ce que Roger Su appelait le bien commun. Ce que j'ai observé quand même, en regardant les rapports sociaux qui se créaient dans les institutions, donc à partir de cette loi 2002, on voit des rapports sociaux qui ont quand même changé dans leur nature, changé dans leur manière de se construire. Si on repart un tout petit peu en arrière, et j'en suis désolée, je vais faire un tout petit peu de généalogie. Quand la loi sur la Sécu est promulguée en 1945, et finalement dans la foulée, pas mal de lois jusqu'en 1957 sur la constitution du champ de l'intervention sociale, on s'aperçoit que les rapports sociaux qui sont promus et les rapports sociaux qui sont vécus sont des rapports sociaux d'assistance, c'est-à-dire que l'institution assiste un individu dans sa vie, fait pour lui et fait à sa place, de manière à ce que son problème puisse se résoudre. Les lois de 75, qui avaient fait entrer quand même les questions institutionnelles à l'intérieur du travail social, ont progressivement changé ce rapport social d'assistance en rapport social de service. Vous voyez, on est passé à autre chose. On s'est dit à un moment donné, le service public doit être à l'égard du citoyen comme un don. Donc on est passé à ce type de rapports sociaux dans lesquels il n'y avait plus vraiment de l'assistance, mais on n'était pas encore dans des formes d'horizontalité. Ce qui s'est passé avec la loi 2002, c'est que les gens ont parlé, ont pris la parole, avaient le droit de prendre la parole, commençaient à pouvoir réclamer des choses, commençaient à réclamer des CVS, commençaient à réclamer des temps collectifs. Et les rapports sociaux, n'en déplaise aux professionnels qui ont du mal à faire face à ça, hein, on voit une véritable épreuve de disqualification professionnelle pour les professionnels. Les rapports sociaux se sont progressivement horizontalisés. Moi, j'appelle ça aujourd'hui des rapports sociaux d'usage. Comme le disait Roger Su, on fait usage de, pas de manière péjorative, hein, d'ailleurs, l'usager en tant que tel, je vous rappelle que c'est l'usager du Code civil, hein, et l'usager du Code civil, même si ce mot est fortement décrié aujourd'hui, il bénéficie des bois et des pâtures communaux, si tant est qu'il les entretienne. Vous voyez ? L'usager, donc, il utilise un service public, mais par son utilisation et dans la manière dont il l'utilise, il entretient ce service public en tant que tel, et il en fait un bien commun. Et donc ce mouvement, en fait, nous montre l'émergence de ce que vous appelez l'expertise usagée. Absolument, c'est que ce qu'a découvert la loi 2002, c'est la possibilité de parler, et en parlant, progressivement, on s'est aperçu que éventuellement, les gens avaient des formes de savoir et de connaissances. Donc des savoirs et des connaissances, par exemple, chez les proches aidants domestiques. Des savoirs et des connaissances chez les personnes usagères qui étaient adaptées à leur situation et la manière dont ils pouvaient résoudre cette situation. Et ce que j'ai observé surtout, c'est que cette expertise, elle restait coincée dans les institutions. Et peut-être que c'est ça notre rôle aujourd'hui, d'arriver à décoincer cette expertise, d'arriver à lui donner une possibilité de s'exprimer, mais non pas seule, parce que la parole d'une personne usagère ou d'un proche aidant ou d'un professionnel n'a pas plus de poids les unes que les autres, en l'hybridant,
en se donnant la possibilité de parler de la même chose, de se dire ce qu'on entend les uns les autres par tel ou tel terme, et à un moment donné de se parler de la même chose. Et je vais juste ajouter un tout petit point auquel j'ai pensé, que je ne vous avais pas évoqué quand on s'est parlé, c'est la loi de 2018 sur l'avenir professionnel, qui inclut à l'intérieur de la VAE les savoirs d'expérience comme étant potentiellement validants pour des compétences. Et ça c'est majeur. C'est-à-dire que vous parliez de la formation des personnes usagères et des représentants des usagers. Oui, la formation, oui, mais il y a peut-être de la validation des acquis de l'expérience à réclamer aussi aujourd'hui. Peut-être que la formation, qui n'a pas que pour objet de former, mais aussi de formater, n'est pas que la seule bonne réponse aujourd'hui. Et donc, je le redis, dans cette loi, allez jeter un œil dessus, c'est absolument génial. L'expérience en tant que telle, l'expérience de la personne malade, de la personne usagère, l'expérience de la pauvreté, l'expérience de la maladie, toutes ces expériences-là, même l'expérience de l'aide d'une personne malade, toutes ces expériences-là sont valorisables. Et je crois qu'aujourd'hui, on aurait fort à faire à regarder dans quelle forme de qualification et dans quelle forme de certification c'est valorisable, parce qu'il y en a plein. Et vraiment, il y en a beaucoup aujourd'hui qui pourraient récupérer cette force-là. Le tableau n'est pas si noir, c'est plutôt positif tout ça finalement. Alors, c'est ma spécificité, c'est de plutôt dire que ce qui est en train de se jouer est en train de se jouer dans le bon sens, et puis de toute façon c'est le sens social, donc autant le regarder, l'appréhender plutôt que de lutter contre. Mais je pense que vous avez jeté un œil sur le rapport Pifto de 2022, que vous avez aussi jeté un œil sur le travail du Haut Conseil en travail social et notamment son livre vert. Je vais juste vous en citer un élément du rapport Pifto qui est quand même éloquent pour nous tous. Le combat pour la reconnaissance des personnes dites accompagnées au titre de leur pouvoir d'agir est au fond le même que celui de la reconnaissance sociale et statutaire des professionnels qui les accompagnent. Les conditions de succès sont identiques, c'est-à-dire la création ensemble d'un projet de société dit inclusif. Donc le rapport Pifto dit ni plus ni moins, pas loin de ce qu'il serait souhaitable qu'on se dise aussi aujourd'hui. Merci Claire, on reviendra à vous tout à l'heure. Je voudrais qu'on entende à présent Fabienne Dubos-Bollon, vice-présidente de l'ADEMA, l'Association pour le développement du management associatif, créée il y a une vingtaine d'années, je crois, pour travailler sur la professionnalisation du secteur associatif. Vous avez été par ailleurs directrice générale de l'UNAFAM. Vous êtes vraiment dans le pratico-pratique. Est-ce qu'on peut, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi vous travaillez concrètement à l'ADEMA? Il faut peut-être appuyer sur le bouton pour allumer le micro. Et attendre quelques secondes. Voilà, ça y est. C'est bon. Merci à vous. Alors l'ADEMA, c'est une association effectivement qui a été créée il y a une vingtaine d'années par trois, on les appelle les trois mousquetaires chez nous. C'est Pierre Birambeau qui était un cofondateur de la FM Téléthon, Jean Lambert qui était directeur de la communication de la Ligue contre le cancer et Hervé Garot, notre actuel président, qui était directeur général de Vaincre la mucoviscidose. Tous les trois avaient fait le constat à cette époque qu'il y avait un besoin de formation au sein des conseils d'administration, que la responsabilité au sein des conseils d'administration était de plus en plus forte, qu'il y avait des contraintes de plus en plus fortes et qu'il était probablement nécessaire d'accompagner la professionnalisation des associations, d'abord au sein des conseils d'administration. Donc ils se sont rapprochés de l'école des mines, ils ont créé un diplôme, il y a maintenant, c'était en 2005, un diplôme qui permettait d'obtenir une certification de management des associations. Au fil du temps, l'association a également développé des formations en intra dans les associations sur des sujets autour de la gouvernance. Nous accompagnons beaucoup d'associations qui nous demandent de former leurs nouveaux administrateurs pour connaître les bases pour réaliser leur mission d'administrateur. Et puis, j'entendais parler de la problématique de stratégie de recrutement de bénévoles. On intervient aussi dans pas mal de fédérations pour former les associations au recrutement des bénévoles. Et puis, depuis 5 ans, on est venu nous chercher pour former les générations de demain. Donc, on intervient en licence sciences éco et politique de l'ICP sur un TD de management des associations et dans le master solidarité et développement durable. Donc, on a cette vision, on va dire, depuis 20 ans. Notre vision, elle est forcément
effectivement avec un prisme, le prisme de la formation. Les gens qui viennent à nous ont des besoins de monter en compétences. Mais l'ADN de l'association, c'était bien de se dire qu'il y avait un besoin de professionnaliser le tissu associatif. Alors, sur l'état des lieux, parce qu'on y est, et la transformation du milieu associatif et la formation, quel constat est-ce que vous posiez il y a 20 ans? Vous avez commencé à nous en dire un petit mot. Quel constat vous posez aujourd'hui? Alors, ce que l'on peut poser, en mettant de côté d'abord la question de la crise sanitaire, donc je vous ai dit qu'on avait créé un diplôme avec l'école des mines. C'était 17 journées de formation, 5 travaux dirigés, un mémoire. C'était lourd. On a été obligé de redéfinir notre message, notre diplôme pour être beaucoup plus accessible et cohérent avec le temps que les personnes ont pour se former. Et malgré tout, on ouvre la deuxième promo de notre nouveau diplôme demain. On n'a plus de bénévoles. On n'a plus de bénévoles. On a 50% de salariés qui veulent renforcer leurs compétences et puis des personnes du secteur marchand qui veulent intégrer le secteur associatif. Donc ça, c'est le premier constat, c'est que probablement que le temps que les personnes bénévoles peuvent consacrer à la formation et les moyens que les associations peuvent consacrer, surtout les moyens, sont de plus en plus restreints et c'est compliqué. C'est compliqué de former les bénévoles. Les subventions, si on parle de la FDVA, 700 € pour former un petit groupe de bénévoles, c'est pas toujours suffisant s'il faut payer les déplacements. On parlait des problématiques des bénévoles qui doivent payer leurs déplacements. Donc aujourd'hui, nous ne formons les bénévoles que lorsque les associations viennent nous chercher pour former leurs bénévoles. On n'a plus de formation, on n'a plus de bénévoles dans nos formations certifiantes. Et puis si on parle des plus jeunes, donc déjà c'était une bonne nouvelle qu'on vienne nous chercher en nous disant il faut commencer à former les plus jeunes au management associatif, et ça remonte à 5 ans. Et ces jeunes, je rejoins ce que vous disiez, les plus jeunes s'engagent, mais alors la structure associative importe peu. C'est-à-dire qu'ils vont se mobiliser pour nettoyer une plage, que ce soit la mairie qui a initié ça, que ce soit une association. C'est une génération aussi qui va zapper et qui est dans la recherche d'action. En préparant cette table ronde, je disais que nous, notre observation, et encore une fois, c'est un tout petit échantillon et c'est par le prisme de la formation, c'est que ces jeunes, ils sont à la recherche d'action. Et peut-être que les militants de demain vont peut-être plus être activistes que militants et qu'ils vont vouloir, ils veulent tout de suite un résultat de l'action qu'ils mènent. Donc, c'est des opérations coup de poing, donc c'est plus aussi ponctuel. En tout cas, ceux que nous, on rencontre, c'est ce qu'ils expriment. Et ils expriment aussi, et ça c'est bien dommage pour le tissu associatif français, ils expriment aussi des envies d'international. Et ça, c'est vrai qu'à la DEMA, ça nous inquiète un petit peu. On se dit qu'on n'a que 2 promos par an à essayer de convaincre à venir sur le secteur associatif français. Mais c'est des observations qu'on a pu faire. Oui, et vous me disiez, Fabienne, c'est un monde qui bouge, dans lequel il faut faire de plus en plus, avec de moins en moins. Avec de moins en moins. Alors ouais. C'est un monde qui bouge, effectivement. Faut être créatif, faut hybrider. Moi, samedi, j'accompagnais une fédération qui est venue me voir en me disant c'est une catastrophe, on a X associations locales, 50% ne peuvent plus avoir de président, il n'y a plus de candidats. Donc comment on fait ? D'autres fonctionnent super bien, donc on a travaillé ensemble pour essayer d'avoir un fonctionnement hybride. Celles qui veulent continuer d'être des associations restent des associations, les autres se mettent en sommeil et sont administrées directement par le national. Donc vous voyez, c'est un exemple d'hybridation. Il faut être créatif, il faut hybrider, il faut se regrouper. Il y a des associations, et on le voit parmi nos élèves, qui créent des ponts entre plusieurs associations pour pouvoir être plus forts. Et puis il y a l'hybridation des ressources. C'est donc toujours faire plus avec moins, donc essayer d'être créatif. Et le faire plus avec moins, ça se reporte souvent sur le bénévolat. Et ça, on l'a beaucoup vu parmi les associations qu'on accompagne sur la formation des bénévolats. C'est que quand on n'a pas de subvention pour pérenniser un poste,
et ça doit vous parler, on déverse certaines missions opérationnelles sur des bénévoles. Et là, on a un autre sujet qui arrive, c'est comment on arrive à faire travailler ensemble des bénévoles et des salariés. Voilà, c'est ma prochaine question. Comment y arriver de façon harmonieuse? De façon harmonieuse. Alors, moi, je vous avais parlé tout à l'heure de l'expertise usagée. Nous, on parle de savoir expérientiel et d'expertise professionnelle. Et en fait, chacun peut apporter quelque chose. Alors, la colonne vertébrale, c'est bien le projet associatif, le projet stratégique. Donc déjà, si une association a son projet associatif, c'est ce qui va regrouper les professionnels et les salariés. Oui, on peut avoir des salariés militants et on peut avoir des bénévoles professionnels. Enfin, je m'explique. Vous avez effectivement... On va faire réagir Roger et Claire tout de suite. Mais voilà. Allez-y, poursuivez. Donc, l'idée, c'est que chacun ait son territoire, mais pas un territoire complètement isolé, et créer des passerelles, des moments, des binômes. C'est vrai que les associations qu'on a pu accompagner sur ces sujets-là, on a décliné tous les sujets, les points de friction, et on a essayé de faire en sorte que tous les projets soient copilotés par un bénévole et un professionnel, avec les bénévoles qui apportent leur savoir expérientiel, les professionnels, les aspects académiques ou techniques, et que chacun soit valorisé dans ce qu'il apporte dans le projet. Donc ça veut dire, nous on accompagne les associations en leur disant, vous prévoyez dès le début une communication pour valoriser l'apport de chacun dans le projet. Donc ça fait partie des premières pistes de réflexion pour faire travailler ensemble de manière harmonieuse, et puis de la communication. On l'a vu dans les résultats, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression de vider le désert avec une petite cuillère et que personne ne le sache. Avant d'entendre Gilles Ricordel, peut-être Claire, un complément, une réaction à ce qui vient d'être dit? Oui, je souhaitais simplement réagir sur la distinction que vous faites entre un savoir expérientiel et une expertise professionnelle, puisque c'est une question avec laquelle je suis longtemps restée, puis j'ai fini par prendre position, et du coup je voudrais vous le proposer. À l'intérieur des expertises professionnelles se logent des savoirs expérientiels. À l'intérieur des savoirs expérientiels se loge une forme d'expertise professionnelle. Donc l'un et l'autre sont probablement peu distincts. Et ils sont encore moins distincts, et c'est pour ça que moi je parle à titre quasi militant, je ne devrais pas, mais à titre quasi militant d'expertise usagère, parce que l'expertise a ceci de particulier par rapport au savoir et à la connaissance, que c'est un pool de savoir et de connaissances reconnu par des pairs, reconnu par l'extérieur et reconnu dans son rôle social. Donc des savoirs expérientiels, vous pouvez repartir chez vous avec le soir. De l'expertise usagère, c'est plus difficile à invisibiliser. Alors lui, il a les deux, l'expertise, le savoir expérientiel et l'expertise professionnelle. Gilles Ricordel est un petit peu grippé, mais ça va quand même, rassurez-nous. Vous êtes représentant régional APF France Handicap Nouvelle-Aquitaine, acteur associatif, élu également chez France Asso Santé, vice-président France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes un acteur de terrain, un profil très engagé. Vous allez nous faire part de votre vécu de terrain, mais aussi de chef d'entreprise. J'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes arrivé au départ dans l'engagement associatif. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser. C'est pas le Covid, c'est une vieille maladie qui s'appelle la grippe. Et voilà, donc c'est pas trop contagieux. Ça dépend à quel stade. C'est toujours pareil, mais vous êtes à un stade avancé, on va rassurer tout le monde. Là, c'est le stade final. Donc, M. Ricordel n'est plus contagieux. L'écriture du testament, et voilà. Bon, alors comment je suis arrivé? Mon propos va être beaucoup plus simple, parce que j'ai pas toutes les compétences des personnes qui m'ont précédé, mais comment je suis arrivé à devenir adhérent dans une association? Alors ça a mis beaucoup de temps, parce que dans un premier temps, mon parcours professionnel a fait que j'étais pas très disponible, et ayant travaillé à l'international, pas forcément sur place pour m'engager dans une association. Il se trouve que j'ai changé de vie, et j'ai créé une entreprise de matériel médical de fauteuil roulant, parce que j'ai un frère qui est en situation de handicap. Et j'avais vu ma maman galérer toute sa vie avec mon frère, se combattre tous les jours pour son fils. Et de par mon métier, j'ai côtoyé de plus en plus de personnes en situation de handicap, et je me suis aperçu de la difficulté qu'ils avaient à se faire entendre et autres. Et donc d'où mon engagement au sein d'APF France Handicap,
qui est la seule association de défense des droits des personnes en situation de handicap en France. Donc voilà comment je suis arrivé. Vous êtes dans la gouvernance de France Asso Santé aujourd'hui. Expliquez-nous un peu comment vous avez gravi les échelons. Alors, cette question me fait toujours sourire parce que oui, je me suis engagé dans un premier temps. J'ai été adhérent à APF France Handicap. Assez rapidement, on m'a proposé d'intégrer le conseil départemental de APF France Handicap, donc du 47, du Lot-et-Garonne. Et puis assez vite, on m'a dit, mais Gilles, il n'y a pas grand monde qui veut aller sur Bordeaux au conseil de région. Donc je suis allé au conseil de région, et une fois au conseil de région, alors un élément malheureux a fait que on a été obligé de refaire le décès de notre représentante régionale a fait qu'on a été obligé de faire des élections, et tout le monde m'a dit, Gilles, tu parles bien, tu es relativement jeune, donc vas-y. Donc je dirais que c'est un peu le hasard et le fait de ne pas pouvoir dire non, parce que je sentais que l'association avait besoin de force vive. Pas besoin de moi, j'ai pas cette prétention, mais besoin de faire avancer les choses et autres. Donc voilà comment je me suis retrouvé. Quel est votre point de vue sur les difficultés peut-être à mener de front vie associative, vie professionnelle, vie personnelle? Vous m'avez dit, j'ai de la chance d'être chef d'entreprise, donc je manage moi-même mon emploi du temps. Voilà, ça c'est un gros... Je disais, dans la première partie de ma vie, je n'avais pas pu m'engager de manière associative. À un moment donné, j'ai été président d'un club de football de 400 joueurs. Donc ça m'a donné une première approche. J'ai très vite été assez surpris et déçu parce que les gens considéraient plus ça comme une garderie. Les parents laissaient les gamins de 6 ans au bout du parking et venaient. Donc du coup, il y a eu une problématique d'éducateurs, d'entraîneurs, mais que c'est la même problématique que j'ai retrouvée chez APF France Handicap. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques personnes qui s'investissent, qui travaillent vraiment, et les autres gravitent autour. Donc, je suis désolé, j'ai oublié votre question. Non, c'était votre point de vue sur les difficultés de manager cet aspect professionnel, voilà, personnel, associatif. Donc, ce que je voulais dire, dans le club de foot, j'avais assez peu de problèmes d'avoir des éducateurs parce que c'était le mercredi après-midi et le samedi. Et les gens arrivent, les gens qui sont salariés, notamment dans la fonction publique ou la fonction publique territoriale, arrivent à se dégager du temps les mercredis et les samedis. Chez APF France Handicap, beaucoup plus compliqué, puisque c'est quand même une activité, je dirais, 2 jours et de toute la semaine. Moi, j'ai eu la chance d'être chef d'entreprise, donc comme vous le dites, je manage mon emploi du temps, et donc j'arrive à assumer pas mal de représentations et autres. C'est sûr que pour quelqu'un qui est uniquement salarié dans une petite TPE de 5-6 personnes, c'est beaucoup plus difficile de s'engager au jour le jour. Après, je vois, moi, au sein de APF France Handicap, on a, comme notre nom l'indique, beaucoup de personnes en situation de handicap, et donc se heurte à cette volonté de pouvoir adhérer plus et de donner plus, un problème de mobilité. La loi de 2005, on en parlait, si vous avez l'occasion d'en parler aussi, n'est toujours pas appliquée. La loi de 2005, c'est l'accessibilité, le transport, le déplacement des personnes. Et chez APF France Handicap, on a beaucoup de jeunes qui voudraient s'investir, mais compte tenu de leur handicap, ont des problèmes de mobilité. Donc, moi, j'ai la chance, je suis valide. J'ai un petit peu de moyens et j'arrive à me déplacer facilement. Et je suis maître de mon emploi du temps. Donc c'est pour ça que ça... Une dernière question peut vous laisser boire un petit peu. Quel est votre point de vue sur la question du recrutement des bénévoles? Vous m'avez dit, pour nous aussi, c'est très difficile et de plus en plus. C'est très difficile. Pourtant, APF, c'est une association qui existe depuis 1933. Donc, on a, c'est vrai, engagé ces derniers temps une réflexion sur la stratégie de recrutement d'adhérents. Moi, je dirais, je ferai déjà la différence, de par mon expérience d'APF, entre les bénévoles et les adhérents. On a des gens qui sont bénévoles, qui sont capables de s'investir sur des courtes périodes. On a une structure qui s'appelle APF Évasion, qui organise des vacances et des séjours pour les personnes en situation de handicap. Et là, on n'a pas trop de mal à trouver
des jeunes qui viennent s'investir une semaine, 15 jours dans l'année et qui en demandent pas plus. Donc ça, c'est des bénévoles. On a des bénévoles qui se proposent de véhiculer des personnes en situation de handicap le samedi, le dimanche ou en semaine ou quoi que ce soit. Les adhérents, c'est plus compliqué parce qu'ils ont tout de suite peur qu'on leur demande beaucoup de choses. Et moi, le ressenti que j'ai aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un vient adhérer à une association, il attend quelque chose en retour. Il vient chercher quelque chose. Et il y a quelques années en arrière, on venait donner du temps. Maintenant, les gens viennent chercher quelque chose. Et de l'humain. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? De l'humain? Ils viennent chercher, alors c'est très divers, et je pense que les personnes qui ont parlé avant moi pourraient en parler. Chacun vient chercher ce qu'il veut y trouver. Il y a des gens qui viennent chercher quelque chose pour eux, une valorisation personnelle de leur engagement. Il y en a beaucoup qui viennent chercher, comme moi je l'ai fait, défendre la cause des personnes en situation de handicap parce que je trouvais que les choses n'avançaient pas assez vite. Donc voilà, il y a des choses qui sont... je dirais que tout le monde est un petit peu différent et vient chercher ce qu'il y a dedans. Je vous laisse réagir, hein, Fabienne, Claire, Roger, sur voilà, ce que peuvent venir chercher les gens au sein des associations. Quand vous souhaitez réagir, vous me faites signe. Merci beaucoup. Oui, j'avais juste Thiel, une chose à rajouter. J'ai t'en prie. entendu précédemment qu'il y avait de plus en plus d'associations. Alors oui, l'engagement associatif n'est pas en péril complet, parce que je crois qu'il y a quand même 10 millions de bénévoles en France, à peu près, hein, tout groupé. On est entre 15 et 18 millions de bénévoles au dernier recensement, Voilà, mais le bémol est le suivant. C'est-à-dire que bénévole, ça peut être une fois par an, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ponctuel. donc ça ne veut pas dire ouais. grand-chose. Mais si on compte le pilier du bénévolat régulier, et on évalue le bénévolat régulier comme étant quelques heures au moins chaque semaine, on tombe à 5 millions. Voilà. Donc, il y a vraiment des piliers du monde associatif, dont vous faites sans doute partie d'ailleurs. Voilà. Et le problème, c'est pour ça que je le soulignais tout à l'heure, le problème, c'est que ce sont les personnes souvent plus âgées qui font partie de ces piliers. Et donc, c'est ça la difficulté des associations. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, alors, mon propos n'incrimine personne, c'est juste une constatation personnelle. Hein, c'est APF France Handicap, c'est dans notre nom, on s'occupe de tous les handicaps. Et moi, je remarque que depuis plusieurs années, les parents d'enfants en situation de handicap se mettent à créer leur propre association avec un but qui n'est pas la défense des droits, qui n'est pas, je vais être très méchant de dire, c'est d'organiser un loto pour avoir un petit peu d'argent pour accompagner leurs enfants. Et ce fait-là, en fait, on dilue le pouvoir des associations. Et moi, je sens à travers ça un individualisme de plus en plus fort des personnes. Mais Roger Su va vous dire que l'individualisme, c'est pas pour autant négatif. Voilà, avec du bémol. Avec bémol. Je voudrais qu'on entende Gérard Raymond pour conclure, et puis on va ouvrir le dialogue avec la salle, parce que je sens que ça murmure, ça frémit, vous avez des questions à poser. Gérard Raymond, merci d'être là, vous êtes président national de France Asso Santé. Est-ce que le collectif représenterait une porte de sortie, un espoir face à cette crise de l'engagement ? Oui, merci de m'avoir invité. Et j'avoue que je prends un grand plaisir à vous écouter. Ouais, je voudrais féliciter Patrick et André et l'ensemble de l'équipe salariée d'avoir mis ce débat à l'ordre du jour, parce que c'est un vrai débat de fond. C'est un vrai débat de société au-delà du problème sanitaire que nous rencontrons aujourd'hui. J'avais préparé une petite bafouille, une petite historique, mais Patrick l'a fait. Mais si nous en sommes là aujourd'hui, c'est quand même grâce au collectif. C'est le mouvement associatif collectif qui, dès les années 80, VIH sans contaminer, a bousculé un petit peu le pouvoir, y compris le pouvoir scientifique, et qui, en créant un collectif interassociatif sur la santé en 95, tout à fait sans statut, sans rien, hein, vraiment une volonté collective de porter cette voie-là,
a permis l'établissement des États généraux en 1999 et qui ont découlé sur la loi du 4 mars 2002. Donc c'est bien une volonté collective. Derrière ça, la création donc un peu plus officielle du collectif interassociatif de la santé pour arriver jusqu'à France Asso Santé par la loi de juillet 2016. Donc on voit bien que c'est quand même un mouvement collectif qui a permis l'émergence d'abord des droits individuels mais aussi des droits collectifs et qui continue aujourd'hui à perdurer dans cette représentation associative des représentants des usagers dans les établissements. Tout a été dit, je partage, y compris sur la transformation nécessaire de nos associations face à une transformation profonde de notre société. Le Covid, la crise sanitaire et sociétale n'a fait qu'accélérer effectivement cette réflexion-là que nous menons. Et que pour certains, menons depuis plus de 15 ans, comment effectivement une structure associative peut répondre aux besoins, aux attentes d'une communauté qu'elle se dit représenter. Et ça, c'est un vrai sujet que j'ai mené lorsque j'avais une autre casquette. Et effectivement, on voit bien aujourd'hui que cet engagement bénévole, je me traite de dinosaure, est aujourd'hui totalement dépassé. Et qu'effectivement, l'engagement des jeunes, et c'est vrai, il y a une vraie volonté, plus souvent individualiste, mais qui montre bien quand même un vrai problème de société. Et je trouve que les Gilets jaunes nous ont même démontré un problème de société, d'expression de la société civile face à une situation quelconque. On l'a bien vu aussi dans le confinement de Covid, une vraie expression de notre société, de nous tous, à nous confiner parce qu'on a tous eu peur pour notre santé. Notre santé. La santé du voisin, ok, d'accord, je veux bien, mais d'abord la nôtre. Et donc on voit bien que cette notion de santé crée des engagements. Alors après, il y a eu les engagements qui ont débordé, etc. Mais on voit bien qu'il y a une volonté aujourd'hui de l'ensemble de la population à bouger, à ce que nous disons, c'est cette démocratie participative directe qui bouscule véritablement cette démocratie associative créée par la loi de 2004 et consolidée par les lois futures. Comment pouvons-nous aujourd'hui, effectivement, non pas récupérer, mais bien nous insérer dans cette nouvelle société, nous qui avons des structures quelque peu organisées, monolithiques, qui ne répondent peut-être plus aux attentes et aux besoins des communautés que nous voulons représenter. Cette réflexion-là, elle se concrétise par le mot adhérent. C'est quoi un adhérent? Lorsque l'on est une association reconnue d'utilité publique, agréée du système de santé, qui a donc pour mission d'aider, de protéger, d'accompagner une communauté que l'on représente. On n'a pas à faire une segmentation entre celui qui est adhérent et celui qui n'est pas. L'information doit être donnée d'une façon aussi bénévole, aussi bienveillante, aussi pertinente à qui la demande et à qui la veut. Je connais une association qui a 250 000 clics par mois sur son site internet parce qu'elle met toutes les informations concernant la vie au quotidien de l'ensemble de sa communauté, qui crée aussi par les réseaux sociaux une dynamique de participation, de se sentir concerné par la communauté. Mais ces gens-là, on ne va pas leur demander 20 euros. Pourquoi donner 20 euros? Parce que j'ai toute l'information, etc., etc. Comment passer de cette mobilisation, de se sentir appartenir à une communauté, à un engagement bénévole, à apporter effectivement une expérience, un savoir, à l'évolution de cette association? Je n'ai pas la solution. Si je l'avais, on l'aurait trouvé depuis longtemps. Mais je pense que c'est cette réflexion qui nous faut mener. Comment nous devons transformer notre fonctionnement associatif? Et j'ai bien aimé effectivement
la dualité entre salariés et bénévolat pour des associations qui ont évidemment des salariés, c'est comment on fait travailler les gens ensemble. Mais ce qui fait travailler les gens ensemble, quel que soit leur statut, c'est le projet associatif. Il faut un projet associatif clair, co-construit avec l'ensemble des acteurs composant la structure associative, respectant effectivement les savoirs des uns et des autres, et ensuite s'engageant effectivement avec les compétences, le temps aussi. Je pense que demain, on vous présentera Oui, une démarche voilà, à laquelle je tiens beaucoup, puisque il semblerait que j'en ai été aussi un des créateurs. Donc, on verra bien ça. Donc, je pense que c'est bien cela. Et parfois, d'ailleurs, quand j'interroge certaines associations qui viennent me voir, me disent, mais toi, comment tu as fait? Je dis, mais est-ce que vous êtes mis autour d'une table pour me demander pourquoi vous étiez autour de cette table-là? Et les gens me regardent et disent, oh, ben non, on est là parce qu'on défend. Oui, d'accord, mais fait quand même. Donc je pense qu'il y a aussi à mener aujourd'hui, je suis à l'aise pour parler de ça, une vraie réflexion de fond aujourd'hui sur notre raison d'être de chacune de nos associations, sur son fonctionnement, sur son regard aujourd'hui avec la société. C'est comment elle crée de l'attractivité pour qu'effectivement cet engagement-là, bénévole, militant, que l'on retrouve sur les réseaux sociaux ou dans d'autres circonstances, fasse corps avec effectivement ce que l'on représente. Pour ce qui concerne effectivement l'avenir, je pense qu'effectivement il ne sera que collectif. Il ne peut pas être, pour moi, une représentation démocratique participative directe. C'est la chienlit, c'est du n'importe quoi. Il faudra bien à un moment donné qu'on s'organise et que la voix portée ne soit pas une voix individuelle, mais une voix collective, organisée, représentative, à des niveaux certainement plus bas, plus concrets de la vie de chacun d'entre nous. Et la députée parlait effectivement des déserts médicaux et du médecin. C'est comment nous, dans un cadre d'une conférence régionale ou territoriale, nous portons effectivement cette reconstruction et cette refondation du système de santé en partant des besoins d'une population et pas simplement d'une volonté d'offre de professionnels de santé. On serait dans ce pays, la médecine serait le seul organisme ou le seul champ où l'on ferait de l'offre sans se préoccuper de la demande. Et on voudrait que ce soit effectivement efficace. Là, on est quand même dans l'erreur la plus complète. Donc c'est bien cela. Comment retrouver aujourd'hui, association par association, une attractivité à faire participer les gens? Comment collectivement, forcément au sein de France Asso Santé, nous trouvons les moyens de passer de la représentation à la participation des usagers de la santé, que ce soit dans les établissements ou que ce soit demain, effectivement, on a parlé des CVS, mais y compris dans les structures libérales, territoriales de premier recours. Il est nécessaire et indispensable qu'il y ait une représentation. Et comment on forme ces gens-là? Vous avez dit qu'aujourd'hui, vous ne formez plus que des salariés. Quelque part, je dirais tant mieux, parce que France Asso Santé, à sa première mission, c'est de former les bénévoles. Donc, c'est très bien. Donc, j'espère que nous allons continuer à développer des programmes de formation des bénévoles pour qu'ils soient plus que des représentants des usagers, mais des vrais participants des usagers de la santé à la construction et à l'évaluation de notre système. On est bien aujourd'hui, me semble-t-il, à la croisée de chemin. La députée parlait, nous avons dans nos cartons des propositions de loi en faveur d'une nouvelle ère de la démocratie en santé, c'est-à-dire une véritable reconnaissance de cet engagement-là. Une vraie reconnaissance de cet engagement à participer à la refondation, à participer à l'évaluation aussi de ce système. L'usager de la santé, même si ce mot, on va le prendre d'une façon large du terme, est un acteur, est un citoyen d'abord du système et de notre société. Il doit donc pouvoir s'exprimer. Et derrière ça, comment la structure collective peut récupérer cette expression pour en faire véritablement un plaidoyer et une force de proposition.